En 2012 à Noël, Patricia Goodbend, âgée de 76 ans, a disparu sans laisser de traces. Lorsque quelqu'un est porté disparu, les premières heures et les premiers jours sont cruciaux. Dans le cas présent, nous n'avons pas eu ce luxe. Chris Simons, collègue et ami de Pat, a déclaré qu'il l'avait déposée à la gare de Milton Keynes pour qu'elle puisse rendre visite à une amie dans le nord du pays. L'idée que maman ait pu entreprendre un tel voyage toute seule n'avait aucun sens pour moi. Les enquêteurs interrogent les proches de Pat, mais tout n'est pas ce qu'il semble être. Les personnes qui étaient supposées nous aider nous ont en fait raconté beaucoup de mensonges. Il nous incombait donc de démêler les faits de la fiction. Les détectives à la recherche d'indices sur l'endroit où se trouve Pat espéraient trouver leur réponse dans ses journaux intimes, mais c'est un autre élément de preuve écrite qui leur a permis de faire leur plus grande percée. Ce que nous avons découvert ce jour-là, c'est une liste de contrôle pour le meurtre. La police a mené des recherches approfondies pour retrouver Patricia, et n'a jamais cessé de chercher la vérité. La personne qui a commis ce crime pensait qu'elle avait suffisamment planifié et préparé son coup pour déjouer la police, mais elle s'est trompée. Aylesbury, dans le Buckinghamshire rural, est une petite ville entourée de jolis villages à proximité de la périphérie londonienne. C'est un endroit sûr et apprécié pour élever une famille. Aylesbury est un bourg du Buckinghamshire. Il s'est agrandi au fil des ans, avec l'arrivée de familles et d'une nouvelle gare, car il n'est pas très éloigné de Londres. C'est un endroit agréable. Patricia Goodbend, âgée de 76 ans, a vécu toute sa vie dans la région. En 1986, Pat est divorcée depuis peu et vit dans sa propre propriété dans un village appelé Edgecote. Elle travaillait dans un magasin de bricolage. Nous avons fait une commande la semaine dernière. Elle était manager et travaillait donc soit dans la boutique, soit sur le chantier. Au travail, Pat s'est liée d'amitié avec un chauffeur de camion local, Christopher Simons. Maman et Chris se sont rencontrés lorsqu'elle travaillait au magasin, il avait l'habitude de l'appeler pour les livraisons, et c'est ainsi qu'ils sont devenus amis. La même année, Pat a décidé de créer sa propre petite entreprise de transport et a demandé à son ami Chris s'il voulait travailler pour elle. L'activité consistait à ramasser et à distribuer des agrégats à des particuliers et à des petites entreprises. Lorsque maman a créé l'entreprise avec Chris, cela a bien fonctionné parce que maman avait l'habitude de faire les comptes, de veiller à l'équilibre de ce côté-là. Elle prenait également les appels pour les livraisons, et c'est Chris qui se rendait ensuite sur place pour effectuer les livraisons. À cette époque, Chris vivait dans une propriété appelée Akeman House, dans le petit hameau de Woodham, proche de la ville de Aylesbury. La maison disposait d'un bureau, d'un terrain de 5 acres et d'une cour, ce qui en faisait l'endroit idéal pour gérer la nouvelle entreprise. Mais Chris souffrait d'une maladie de l'estomac. En 1987, il a décidé de vendre Akeman House et de s'installer à Aylesbury pour se rapprocher de l'hôpital. Pat a acheté la maison à Chris pour permettre à l'entreprise de continuer à fonctionner à partir des Akeman House. En plus d'être des partenaires commerciaux, j'aurais dit que maman et Chris étaient également de bons amis. Maman n'aimait vraiment pas voyager seule. Elle allait dans les régions qu'elle connaissait. Si maman venait nous rendre visite, Chris l'emmenait toujours en voiture. Chris m'avait raconté des petites choses sur sa vie, sur le fait qu'il avait été marié auparavant. Mais sa femme est morte. Il avait également eu 3 enfants, qui sont malheureusement décédés. Les voisins de Pat ont supposé qu'elle et Chris avaient une relation amoureuse. Lorsque nous avons emménagé dans la maison voisine à celle de Chris et Pat, nous avons toujours pensé qu'ils étaient mari et femme. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient toujours en train de promener les chiens ensemble et de jardiner ensemble. Nous n'avons pas beaucoup vu Pat, car elle était très discrète. Elle faisait beaucoup de pâtisseries, et de temps en temps, ses mince pies passaient au-dessus de la clôture à Noël. Chris était en fait ce que l'on pourrait appeler le voisin parfait. Il était toujours là pour nous aider. Il venait discuter avec mon mari dans l'atelier. Au fil du temps, nous avons réalisé qu'il n'était pas réellement marié. Chris parlait de sa femme et de sa famille à Aylesbury.
Nous avons donc supposé qu'ils avaient une liaison. Lorsque Pat a déménagé à Heikeman House, elle a commencé à louer sa propriété à Edgecott. Un ami de Chris et Pat, Bob Taft, a participé à l'entretien de la maison et a aidé Chris à effectuer divers petits travaux. Bien que Pat soit occupée à gérer l'entreprise, elle a également accepté un travail de nettoyage à temps partiel pour un couple de médecins de la région. Pat se présente au travail à 8h30, mais elle arrive toujours avec quelques minutes d'avance, elle avait ses habitudes. C'était une bonne femme de ménage. Nous pouvions lui faire confiance. Elle a beaucoup aimé notre chien. Je pense qu'il était très important pour elle que le chien l'aime aussi. Pat était toujours joyeuse et très bavarde, mais elle gardait sa vie privée pour elle. Bien qu'elle soit une personne discrète, Pat aimait partager ses pensées qu'elle écrivait tous les jours dans un journal. 5 octobre, vendredi. Il fait beau, ensoleillé et chaud. Je travaille sur le jardin. En 1997, Sam, la fille de Pat, a rencontré son futur mari et a quitté sa maison dans le sud pour s'installer dans le Yorkshire du Nord. Je ne pense pas que ma mère ait été très heureuse parce que c'était plus loin d'elle, et je pense qu'elle avait toujours espéré que je reste plus près de chez elle. Maman et Chris sont venus une fois pour visiter la maison. Chris a emmené ma mère, et elle est également venue pour mon mariage en 2001. Je l'ai vue pour la dernière fois en octobre 2007, et après, quelque chose avait changé, elle ne voulait vraiment pas que nous lui rendions visite. Je n'ai jamais vraiment cherché à savoir pourquoi. Nous nous sommes parlé au téléphone au moins une fois par mois. J'ai sorti les chiens ce matin, comme d'habitude. J'étais rassurée de savoir que Chris pouvait aider ma mère et qu'il était là si elle avait besoin de quoi que ce soit. En 2008, Pat, âgée de 72 ans, a donné la moitié de la maison Heikeman à Chris, son partenaire commercial âgé de 59 ans. Elle a réécrit son testament pour dire que si elle venait à décéder, Chris hériterait de la totalité des Heikeman House, ainsi que de ses économies qui s'élevaient à 180 000 livres sterling. Je n'ai jamais su que ma mère avait acheté Heikeman House, car elle l'appelait toujours la maison de Chris. J'ai compris qu'elle avait emménagé et qu'elle dirigeait l'entreprise à partir de là et qu'il en était toujours le propriétaire. Bonjour, Sam à l'appareil. Au cours de l'été 2012, Sam a reçu un appel de Chris lui disant qu'il s'inquiétait de ne pas avoir vu Pat et qu'il pensait qu'elle était peut-être partie sans rien dire à personne. Oui, pas de problème. Je me demandais juste si tu avais vu ta mère. Non, pourquoi? Chris avait téléphoné à la fin de l'été pour me demander si j'avais parlé récemment à maman. Il a dit qu'il avait essayé de la contacter, mais qu'elle ne répondait à aucun de ses appels. Chris a également mentionné qu'apparemment sa mère avait été absente quelques jours à Pâques. Il était monté à la maison et il n'y avait qu'un post-it sur la table de la cuisine, disant qu'elle serait de retour dans quelques jours. J'ai trouvé ça tout à fait étrange car elle n'était pas du genre à voyager et je ne pouvais même pas imaginer où elle était allée. Très bien. Merci de me l'avoir dit, Chris. Merci. Il s'inquiétait pour elle et m'a demandé si je pouvais l'appeler pour lui parler. Oh, bonjour. Maman, tu es rentrée. Maman a tout de suite répondu au téléphone. Oui, oui, pourquoi? Elle m'a semblé assez sèche au téléphone et un peu agacée par mon appel. J'aimerais que les gens ne se mêlent pas de mes affaires. D'accord, au revoir. Au revoir. En octobre 2012, Chris, 62 ans, s'est à nouveau inquiété du comportement de Pat lorsqu'elle est rentrée chez elle sans sa voiture après avoir fait ses courses au supermarché. Chris était retourné à la maison et je crois qu'il avait remarqué que la camionnette que ma mère conduisait d'habitude n'était pas là. Tu es de retour? Oui. Pourquoi? Où est la camionnette? Il lui a demandé comment elle était revenue de la ville et elle a répondu qu'elle avait pris le bus. Je suis revenue dans le bus. Pourquoi? Parce que j'ai pris le bus. Non, honnêtement, Pat, tu es allé dans le van, je t'ai vu partir et tu es ici maintenant, et le van est... Je n'aurais pas dit qu'elle était le genre de personne à oublier soudainement qu'elle avait voyagé quelque part dans une camionnette, puis à prendre soudainement le bus pour rentrer chez elle. Avec l'arrivée de Noël, l'activité à Heikeman House s'est ralentie et une pause de 2 semaines a été observée pendant la période des fêtes. La dernière fois que Pat est venue travailler, elle était là de 8h30 à 11h30, comme d'habitude.
Pat ne partait jamais et ne voyait pas sa famille, je suis donc sûr qu'elle a passé la plupart des fêtes de Noël à la maison. Merci Pat. Merci à vous. Passez un agréable Noël. Et vous aussi. Nous vous donnons rendez-vous le 3 janvier. Oui, c'est vrai. D'accord. Le travail s'étant calmé, Chris s'est occupé d'autres affaires. Son ami, Bob Taft, ayant récemment été licencié, Chris a tenu à l'aider en lui confiant quelques petits travaux. Bob? Oui, c'est Chris. Comment ça va? Tu pourrais me rendre un service? Oui, je dois aller à Milton Keynes samedi matin. J'ai besoin que tu m'emmènes. Entrez. Le samedi, Pat était en retard ce matin-là, car elle devait déposer des cadeaux de Noël chez des amis, comme elle le faisait chaque année. Chris était avec elle. Pour que je m'inquiète un peu, je veux dire, ça ne te ressemble pas du tout. Maman était généralement le genre de personne à faire passer les autres avant elle, mais vers la fin de l'année 2012, lorsque nous avons discuté, elle semblait se concentrer davantage sur elle-même. Comme je l'ai dit, 2013 sera mon année. Je vais m'occuper de moi. Je veux commencer à sortir davantage. Faire des choses pour moi. Ses amis étaient loin de se douter que c'était la dernière fois qu'ils voyaient Patricia. On se revoit l'année prochaine. Patricia Goodbend, âgée de 76 ans, vivait à Ekeman House, près de la ville des Aylesbury, dans le Buckinghamshire. Depuis son domicile, elle dirigeait une petite entreprise de transport avec son associé Christopher Simons, âgé de 62 ans. Quelques jours avant Noël en 2012, Pat et Chris avaient rendu visite à des amis, afin que Pat puisse leur remettre des cadeaux. On se voit l'année prochaine. Maman ne fêtant pas particulièrement Noël, nous avions prévu de nous reparler au début de la nouvelle année. Le 3 janvier 2013, Pat était attendue à son poste de nettoyage, mais pour la première fois, elle ne s'est pas présentée au travail. Entre nous, nous avons pensé qu'il y avait peut-être eu un malentendu, et même qu'elle avait peut-être oublié, mais cela aurait été extrêmement improbable pour Pat. Chris m'a téléphoné le jeudi 3 janvier pour me dire qu'il avait déposé maman à la gare de Milton Keynes et qu'elle venait dans le nord. Eh bien, non, je ne l'ai pas vue monter dans le train. Comme il n'y avait pas de place de parking, je l'ai déposée dehors, mais elle m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle était arrivée. J'ai trouvé cela un peu étrange car je ne me souvenais pas que ma mère ait jamais pris le train et encore moins qu'elle l'ait fait seule. Elle me l'aurait dit si elle venait dans le nord. Quand je l'ai déposée, elle a dit qu'elle revenait aujourd'hui, je crois, à moins que je ne me sois trompé de jour. Mais ça m'a rappelé le coup de fil que j'avais eu avec ma mère, et où elle m'avait parlé de se faire passer en première et de faire plus de choses pour elle-même. Et je me demandais si cela en faisait partie. Devrions-nous attendre jusqu'à demain? Et si elle n'est pas revenue, peux-tu me prévenir? Oui, c'est une bonne idée. Oui, je suis sûr qu'il ne faut pas s'inquiéter. Après en avoir parlé à Chris, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il fallait attendre le week-end et que, si elle était sur le chemin du retour, elle avait peut-être prévu de rester un peu plus longtemps. Lorsqu'elle ne s'est pas présentée au travail le jeudi, nous avons envisagé de l'appeler ce jour-là, mais je pense que cela aurait été très embarrassant pour elle. Elle avait peut-être oublié. Nous avons décidé d'attendre un jour avant de l'appeler. Bonjour Pat, nous nous demandons où tu es. J'espère que tu vas bien. Nous étions tellement inquiets que nous sommes allés voir l'un des voisins que nous avons vu devant sa propriété et lui avons demandé où Pat aurait pu aller. Nous recherchons Pat. Elle a dû partir avec Chris. C'était nouveau pour nous, car elle n'avait jamais mentionné un certain Chris. Cela fait maintenant 15 jours que Pat, 76 ans, a été vue pour la dernière fois, et bien que son ami et partenaire commercial, Chris, ait dit qu'il s'attendait à ce qu'elle rentre chez elle le 3 janvier 2013, il n'y a eu aucun signe d'elle. Lorsque j'ai parlé à Chris, il m'a dit qu'il pensait que si ma mère ne venait pas, je devrais la déclarer comme personne disparue, et je devrais le faire en tant que plus proche parent. Le lundi 7, ma mère n'étant toujours pas rentrée, j'ai téléphoné à la police locale. Ils m'ont en fait indiqué que n'importe qui pouvait signaler une personne disparue. Vous n'avez donc toujours pas de nouvelles d'elle? Je n'ai toujours pas de nouvelles, non. D'accord, compris. La police a rencontré Chris à Ekeman House pour qu'il remplisse un avis de disparition. Chris nous a dit qu'il avait vu Pat pour la dernière fois le 22 décembre, lorsque Bob et lui l'avaient déposé à la gare de Milton Keynes.
Il a pu décrire ses vêtements. Il a pu nous parler d'une valise à roulettes qu'elle avait avec elle. Elle avait sur elle une enveloppe contenant les billets de train et, en plus, pas mal d'argent liquide, environ 1000 livres. Chris a également montré aux policiers un message de Pat sur son téléphone portable, indiquant qu'elle était arrivée saine et sauve à Stockton et le remerciant, lui et Bob, de l'avoir emmenée. Chris a également montré une carte de Noël. À l'intérieur, cette carte était écrite par une certaine Sue et disait qu'elle se réjouissait de voir Pat à Noël. Il a dit qu'il ne savait qu'elle était une amie de Pat que parce qu'il les avait entendus avoir une conversation au téléphone. Chris ayant déclaré qu'il n'était pas la seule personne à avoir vu Pat ce jour-là, les agents ont rendu visite à Bob Taft à son domicile pour prendre une déclaration écrite. Il nous a raconté en détail le dernier voyage à la gare de Milton Keynes avec Pat. Il se souvenait de l'itinéraire exact qu'ils avaient emprunté et il se rappelait clairement de ce que Pat portait. Très intelligente. Mais ce qu'elle portait, je ne sais pas, non. Malgré toutes les informations détaillées que Chris et Bob nous ont fournies, nous nous sommes dit que Pat était probablement partie pour Noël, qu'elle était allée dans le Nord et qu'elle n'était revenue que tardivement. Cela faisait 18 jours que Pat avait pris la route et la police craignait que les images de vidéosurveillance n'aient été effacées. Nous avons vérifié toutes les caméras de la gare de Milton Keynes, qui heureusement n'avaient pas été supprimées, et il n'y avait aucune trace de Pat sur aucune d'entre elles, alors on a commencé à s'inquiéter. J'ai renvoyé des agents à Heckman House pour qu'ils y jettent un coup d'œil. Pendant leur visite, ils ont saisi un certain nombre d'objets, dont la carte de Noël, et il n'y avait certainement aucun signe dans cette maison que quelque chose de sinistre était arrivé à Pat. Les détectives ne disposaient que de très peu d'éléments et n'étaient pas prêts de découvrir où se trouvait Pat. Dans la journée, les événements ont pris une tournure intéressante, et la police de la vallée de la Tamise a connu sa première grande avancée. Nous avons reçu un appel de Bob Taft, nous disant qu'il souhaitait nous parler de la déclaration qu'il avait faite et qu'il avait le sentiment de ne pas nous avoir dit toute la vérité. Bonjour, Monsieur Taft. Pouvez-vous m'accompagner au poste de police, monsieur? Bob a été interrogé, bien qu'il nous ait dit précédemment qu'il avait déposé Pat à la gare, il a admis que c'était faux. En fait, il n'avait pas vu Pat du tout ce jour-là. Tu peux me rendre un service, Bob? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un demande, dis que nous avons déposé Pat à la gare aujourd'hui, d'accord? Oui, d'accord. Ouais, bien sûr. Bob a déclaré que Chris et lui étaient passés devant la gare de Milton Keynes pour aller chercher un camion, mais que Pat n'était jamais monté dans la voiture avec eux. Bob nous a ensuite raconté d'autres nouvelles alarmantes concernant des événements étranges qui s'étaient produits au cours des derniers jours. Chris lui avait proposé un prêt en espèces de 10 000 livres. J'ai un peu d'argent, j'aimerais te le prêter, pour t'aider à te remettre sur pied. Mais plus inquiétant encore, Bob nous a dit que Chris lui avait demandé de s'occuper de quelques munitions pour lui. C'est juste des munitions qui me restent. Je ne suis pas sûr. Oh allez, rends-moi service. Oui d'accord, je suppose. Bien, bien. Bob a refusé l'offre de prêt, mais il s'est occupé des munitions pour Chris et les a ramenées chez lui. Il était désormais essentiel que la police parle à Chris Simons. Nous l'avons invité à signer sa déclaration. Dès son arrivée, Bob et lui sont arrêtés pour le meurtre de Patricia et la dissimulation du corps. Je pensais sincèrement que la police avait perdu le fil, car c'est Chris qui m'avait aidé la semaine dernière en me donnant tous les détails sur ma mère. Oui, au revoir. Pourtant, il me disait que c'était Chris qu'ils avaient arrêté. Notre principal objectif était de découvrir ce qui était arrivé à Pat, s'il s'agissait de quelque chose de sinistre, si elle avait été assassinée, où se trouvait son corps. Nous avions 3 scènes de crime potentielles, la maison de Pat, la maison de Bob et la maison de Chris. Après que la maison de Chris a fait l'objet d'une fouille scientifique, nous sommes allés faire une recherche plus approfondie pour voir ce que nous pouvions trouver. J'ai trouvé 10 000 livres en liquide, ainsi qu'une boîte de cartes de Noël. La boîte de cartes de Noël était très intéressante car, en la regardant, nous avons pu constater que les dessins sur les cartes correspondaient exactement à la carte de Noël que Chris avait présentée à Heckman House, en disant qu'elle provenait de Sue Stockton. Ce qui était intéressant, c'était de regarder cette boîte de cartes de Noël. Il devait s'agir d'une boîte de 10 cartes, mais il en manquait une. Lors de l'interrogatoire, nous avons dit à Chris que nous avons trouvé dans son grenier des cartes de Noël qui correspondaient à celles trouvées à Heckman House.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez une boîte de 10, techniquement une boîte de 9, et que les cartes de Noël sont du même modèle qu'une carte de Noël que Patricia a reçue? Je ne peux pas l'expliquer, non. Je ne savais même pas qu'elles étaient là. Il a nié avoir écrit la carte de Noël, mais était prêt à nous donner un échantillon d'écriture. Le point sensible pour nous, ce sont les 2 SMS que Chris dit avoir reçus sur son téléphone portable de la part de Pat. Le premier a été envoyé le 18 décembre, indiquant qu'elle avait acheté des billets de train, et le second le 22 décembre, où elle disait être arrivée saine et sauve à Stockton et remercier Bob de l'avoir emmenée en voiture. C'était important pour nous, mais tant que nous n'avions pas analysé les données des sites cellulaires, nous n'étions pas en mesure de dire quand ces messages avaient été envoyés, d'où ils avaient été envoyés et, plus important encore, qui les avait envoyés. À ce stade de l'enquête, la police de la vallée de la Tamise a placé en garde à vue une personne qui a déclaré avoir déposé Pat à la gare de Milton Keynes et une autre qui a dit ne pas l'avoir fait. Mais après avoir visionné les images de vidéosurveillance du 22 décembre 2012, il n'y avait aucune trace de la présence de Pat à cet endroit. Nous avons révélé à Chris que son ami Bob Taft nous avait dit qu'il avait menti et qu'en fait il n'avait pas emmené Pat à la gare de Milton Keynes le 22 décembre. Ce n'est pas suffisant. Robert Taft a été interviewé. Il a admis avoir menti à la police et aux autorités alors qu'il était venu vous chercher. Vous n'avez jamais emmené Patricia. Il n'y avait que vous deux. Vous m'avez surpris. Le mardi 15 janvier, Pat avait disparu depuis 23 jours et l'enquête s'était transformée en enquête sur un meurtre sans corps. Le problème majeur lors de la recherche des Heikeman House était le fait qu'elle était entourée d'un terrain de 5 acres. Au début de la recherche, l'un des maîtres chiens a trouvé une zone où il était évident que le sol avait été récemment remué. La zone a été immédiatement isolée par une tente médico-légale afin que le processus de fouille complexe puisse commencer. Un puits en briques a été découvert sous un tas de terre. Lorsque j'ai examiné la zone du puits, les travaux d'excavation avaient déjà commencé. Une partie de la terre qui le recouvrait avait été enlevée. Et nous avons travaillé en relais pour creuser à la main le sol, avec une truelle et un seau, par tranche de 15 cm. Lorsque j'ai commencé à creuser dans le puits, il y avait très peu de tâches. Tout porte à croire qu'il n'a pas été en bas, à combler cette zone, pendant très longtemps. Les enquêteurs ont également commencé à rendre visite aux amis et voisins de Pat pour savoir s'ils avaient remarqué quelque chose de suspect, jusqu'au jour où Pat a été vue vivante pour la dernière fois. Un couple qui vit derrière la propriété a pu nous dire, tout d'abord, que Pat avait ses habitudes, et qu'à 9 h du soir, la lumière de sa chambre s'allumait, mais depuis le 22 décembre, le voisin n'avait pas vu la lumière allumée dans sa chambre. À peu près au même moment, ils avaient vu Chris dans sa pelleteuse, faisant des allers-retours dans le jardin et l'enclos. J'ai trouvé cela étrange car le sol était très humide et marécageux, et ils savaient que Pat était très attachée à son jardin et qu'elle n'aurait pas apprécié que Chris laboure le terrain avec sa pelleteuse. Mais c'est lorsque la police a interrogé un autre groupe d'amis de Pat que l'histoire de Chris a commencé à s'éclaircir. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Le 22, n'est-ce pas? Oui. Oui, je pense. Les amis ont dit qu'ils étaient un peu inquiets au sujet de Pat ce jour-là. Elle semblait très calme. Chris était un peu pressé de partir, je pense. Ils ont senti qu'elle était bouleversée. Ils lui ont demandé ce qui la préoccupait. Elle a expliqué qu'elle avait des problèmes financiers. Il semble que ce soit la dernière fois que quelqu'un d'autre que Chris ait vu Pat en vie. Le processus douloureusement lent de creusement du puits de drainage à Heikeman House s'est poursuivi tout au long de la semaine. Nous avions travaillé sur le site depuis environ 5 jours lorsque le temps a commencé à se gâter. Les conditions sont devenues épouvantables et nous avons dû interrompre les recherches. J'étais assez inquiet à ce stade. Nous n'étions pas plus avancés. Nous n'avions pas trouvé Pat et je me demandais où nous allions aller ensuite. Ce que Chris et son équipe ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point de réaliser leur plus grande percée.
En janvier 2013, la police de la vallée de la Tamise enquêtait sur la disparition de Patricia Goodbend, âgée de 76 ans, qui n'avait pas été vue depuis le 22 décembre 2012. Le commissaire Chris Ward a placé 2 personnes en garde à vue dans le cadre de la disparition et du possible meurtre de Pat. Chris Simons, l'ami et partenaire commercial de Pat, a affirmé avoir déposé Pat à la gare de Milton Keynes avec son ami Bob Taft, le 22 décembre, afin qu'elle puisse rendre visite à une amie nommée Sue dans le Nord. Mais Bob Taft avait admis à la police qu'il avait menti dans sa déclaration initiale en disant qu'il n'avait pas vu Pat ce jour-là et qu'il ne l'avait pas déposée à la gare. 30 jours après que Pat a été vue vivante pour la dernière fois, les fouilles ont continué autour de sa maison. J'ai reçu un appel de l'équipe de recherche m'informant qu'ils avaient trouvé quelque chose de très important dans la zone de fouille. À ce stade, nous avions déjà soulevé probablement plus de 30 ou 35 tonnes de terre. Et nous récupérions les sacs poubelles qui étaient devenus la dernière couche que nous avions rencontrée. C'est dans cette couche de sacs que nous avons découvert les restes d'un corps en position assise contre le mur de briques du puits. Avec cette nouvelle, j'ai éprouvé des sentiments contradictoires. D'un côté, j'étais très soulagé que nous avions trouvé Pat, mais d'un autre côté, j'avais toujours espéré au fond de moi que nous trouverions Patricia vivante. Lorsque la police a confirmé que le corps qu'ils avaient trouvé était celui de ma mère, c'est encore à ce moment-là que je n'arrivais toujours pas à l'accepter. Je pouvais entendre ce qu'on me disait, mais cela ne semblait toujours pas réel. Et je crois que j'espère toujours qu'ils se sont trompés. Une fois le corps de Pat retiré du puits, un pathologiste a pu procéder à une autopsie. Il a conclu que Pat avait reçu plusieurs coups à la tête avec un instrument lourd. Nous ne savons pas où Pat a été tuée. Nous supposons qu'elle a été attirée dans le jardin, près de la fosse de drainage, car elle portait des bottes de pluie. Pat était vraisemblablement tournée vers son agresseur, elle présentait une blessure importante à l'arrière de la tête, qu'il pense avoir été causée par une arme contondante ou un autre instrument. Il ressort également de son examen qu'il semblerait que Pat se soit ensuite retournée pour faire face à son agresseur, car elle présentait une plaie de défense importante au niveau du bras gauche. Elle a ensuite été jetée dans le puits de drainage et recouverte de terre et de déchets. En examinant certaines des preuves qu'elle avait déjà recueillies, la police était convaincue que Chris avait planifié le meurtre de Pat. La carte de Noël qu'il a montrée à la police et les SMS qu'il prétendait avoir été envoyés par Pat elle-même. La police a commencé à fouiller les données informatiques saisies à Heikeman House, ainsi que le téléphone portable de Chris et les journaux intimes de Pat trouvés dans la propriété. Dans le cadre de notre enquête, nous avons consulté l'ordinateur des Heikeman House et nous avons découvert que le 18 décembre, des recherches avaient été effectuées sur les horaires des trains reliant Milton Keynes à Stockton. Les personnes pour qui Pat faisait le ménage nous ont indiqué que le 18 décembre à 10h45, l'heure à laquelle ces billets ont été recherchés. Ils ont confirmé que Pat travaillait pour eux, qu'elle ne pouvait donc pas être à Heikeman House et qu'elle ne pouvait pas avoir effectué la recherche sur cet ordinateur. La police a également continué à interroger les amis et la famille de Pat. Ce qui était clair, c'est qu'il y avait une grande incertitude quant à la relation que Pat et Chris entretenaient l'un avec l'autre. Pat était assez discrète sur sa vie privée, mais elle ne nous a dit que ce qu'elle voulait que nous sachions, ce qui est tout à fait normal, et sa vie privée est restée privée. Je sais que cela agaçait ma mère lorsque les gens laissaient entendre que leur relation était plus qu'une simple relation d'affaires. Et elle disait que, vraiment, ils étaient comme un frère et une sœur. Les détectives ont lu les journaux intimes de Pat à la recherche d'indices sur leur relation. En lisant les journaux de Pat, elle mentionnait souvent Chris, qu'elle appelait CJ. Lavage, CJ chez le dentiste. Les journaux étaient très détaillés. Ils ont donné une image très claire de la façon dont Pat se sentait. Ce qui était très frustrant et très préoccupant, bien sûr, c'est qu'il manquait 2 journaux, celui de 2011 et celui de 2012. Et je pense qu'il nous en aurait dit beaucoup plus sur la façon dont s'est déroulé cet enchaînement d'événements.
Je pense que ces journaux ont été détruits par Chris Simons pour dissimuler l'état de leur relation, et en fait, ce qui l'a poussé à l'assassiner. Nos archives de police nous ont permis de constater qu'il y avait déjà eu un incident entre Chris et Pat en décembre 2007, le jour de Noël, lorsque la police avait été appelée à Hickman House par Chris. Pouvez-vous envoyer quelqu'un à Hickman House? Oui. Eh bien, nous avons eu une dispute à Noël et j'ai agressé ma partenaire. Non, c'est bon. Laisse-moi faire. Je veux partir pour cela. Laisse-moi faire, d'accord? Lorsque nous avons enquêté sur cette affaire, les officiers de police sont allés voir ce qui se passait. Pat a nié qu'il s'était passé quoi que ce soit, il s'agissait simplement d'une dispute. Cependant, lorsque nous avons consulté ses journaux intimes et lu la note du Noël de 2007, l'histoire était bien différente. Le deuxième coup. Je n'attendrai pas le troisième. Dans ses notes, Pat parle d'une dispute à propos d'un accord de longue date. Non, Pat, non, je m'en fiche. J'en ai assez, tu n'en finis plus. Je crois que cet accord de longue date prévoyait que Chris Simons quitterait sa femme et s'installerait avec Patricia. Il lui apportera la compagnie et l'amitié dont elle a tant besoin. Bien que Chris ait nié pendant l'interrogatoire avoir été violent vers Pat, cela prouve qu'il y a eu une forme de violence domestique entre eux dans le passé. L'appel indique que vous avez frappé la femme lorsque vous appelez la police. Je ne l'ai pas vraiment frappée. D'accord, nous avons la transcription. L'appelant vient d'agresser son partenaire. Avec le recul, je me dis parfois que c'est à ce moment-là que les choses ont probablement changé entre nous. C'est à ce moment-là qu'elle a dit que nous n'allions plus lui rendre visite. Les enquêteurs ont procédé à l'analyse du site cellulaire du téléphone de Chris pour voir s'ils pouvaient trouver quelque chose qui leur en dirait plus sur la période qui a précédé la disparition de Pat. En examinant les enregistrements du téléphone portable de Chris Simon, nous avons commencé à dresser le portrait d'un homme qui entretenait un certain nombre de relations avec plusieurs femmes. Chris avait déjà annoncé à Sam, la fille de Pat, que sa femme et ses 3 enfants étaient morts. En fait, Chris et sa femme depuis 30 ans vivaient à Aylesbury et avaient 3 fils adultes. Les inspecteurs ont également découvert que Chris était marié et passait beaucoup de temps avec Pat à Ackerman House, mais qu'il avait en même temps des liaisons avec 3 autres femmes. Des affirmations que Chris a démenties. Avez-vous eu une relation avec une autre femme? Non. J'ai d'autres amis femmes, oui. Ou des amis hommes. D'accord. Avec qui vous flirtez? Flirter? Oui. Probablement flirter? Oui. Chris avait des relations sexuelles avec ses 3 autres femmes. Il leur envoyait des SMS, leur téléphonait sans cesse et ça a dû être très compliqué d'essayer de séparer toutes ces vies différentes. Chris Simons souffre d'une maladie spécifique qui affecte son système digestif. Il disait à sa famille qu'il devait aller tous les soirs dans une clinique pour recevoir une injection. Les recherches que nous avons menées ont clairement montré qu'il n'existait pas de clinique ni d'injection de ce type. Et je crois qu'il utilisait cela comme excuse pour quitter la maison familiale, afin qu'il puisse aller poursuivre ses relations avec les différentes femmes que nous avions identifiées. Dans le cadre de notre enquête, nous avons contacté les 3 femmes et leur avons parlé. Mais l'une des femmes s'est particulièrement distinguée, car c'est elle qui a eu le plus de contact avec Chris, et elle vivait dans la région. Nous avons contacté cette femme, Jennifer Chrissy, qui nous a confirmé qu'elle connaissait Chris et qu'elle avait eu une relation avec lui par intermittence au cours des 30 dernières années. Les détectives étaient certains que la carte de Noël envoyée à Pat par une amie nommée Sue avait été falsifiée, et ils ont demandé à toutes les personnes liées à Chris Simons de leur fournir un échantillon d'écriture. Si c'est de la carte de Noël dont vous parlez, c'est moi qui l'ai écrite. Il s'agit d'une avancée importante pour la police, mais il est essentiel de préciser le moment où la carte a été écrite. Il s'agit de déterminer, d'une part, si Chris a effectivement planifié le meurtre de Pat, et d'autre part, si cette femme est également impliquée dans le crime. Jennifer a été amenée au poste et interrogée. Elle a déclaré que Chris lui avait acheté la carte de Noël 2 ou 3 semaines avant Noël, et c'est à ce moment-là qu'elle l'a écrit. Il me l'a donnée et l'a ouverte. Il m'a dit quoi écrire. Chris avait acheté la carte de Noël et lui avait dicté les mots. Elle l'a écrit avec plaisir et n'a pas posé de questions à ce sujet. Je ne connaissais pas Sue, je ne savais pas où était Stockton et je ne connaissais pas Sam. D'accord. Le fils de Chris nous a raconté que son père lui avait demandé, un peu après Noël, de lui prendre une carte de Noël, parce qu'il voulait envoyer de l'argent à une œuvre de charité.
Il se souvient que cela s'est produit après Noël, car il avait déjà replacé tous les objets de Noël dans le grenier. Nous pensons que Chris a entendu le message du Dr Whittington sur le répondeur et qu'il est allé voir Jennifer le 6 pour lui faire signer la carte de Noël. Il pensait que cette carte suffirait à convaincre les gens que Pat était réellement parti pour Noël. Jennifer Chrissy a été arrêtée à son domicile, soupçonnée d'avoir aidé un délinquant, d'avoir détourné le cours de la justice et d'avoir comploté le meurtre de Pat. Un autre élément de preuve que la police a pu glaner grâce à son travail sur les téléphones portables de Chris l'a rendue encore plus certaine de sa culpabilité. Nous avons procédé à l'analyse du site cellulaire du téléphone que selon lui, Pat a utilisé le 18 décembre pour acheter des billets de train. Le 22 décembre, lorsqu'il a déclaré avoir reçu un SMS du téléphone de Pat indiquant qu'elle se trouvait à Stockton, il a montré que ces deux téléphones utilisaient le même maille que ce mât couvrait Akeman House. Il est donc très clair que ces deux téléphones étaient ensemble lorsque ces messages ont été envoyés. La police de la vallée de la Tamise était plus que jamais convaincue d'avoir les bons suspects en garde à vue, mais ce qu'elle n'avait pas à ce stade, c'était le mobile du crime. Nous avons parlé aux deux autres femmes avec lesquelles Chris a eu une relation, à part Jennifer. L'une d'entre elles nous a raconté qu'en fait, Chris lui avait dit qu'il achetait une maison dans un lotissement exclusif de Sandbank, dans le Dorset, et lui avait demandé si elle voulait emménager avec lui. Cette femme pensait que Chris était soit très riche, soit sur le point de gagner beaucoup d'argent. La police a mené une enquête plus approfondie sur les finances de Chris et Pat. Ce que nous savons de leurs finances, c'est que, premièrement, Chris était propriétaire des Akeman House à l'origine. Il semblerait qu'il l'ait vendu à Pat en 1986. Entre 2007 et 2008, Pat a fait un testament, ce qui signifiait qu'à sa mort, Chris aurait droit à Akeman House. En l'état actuel des choses, si Pat décède, Chris a droit à Akeman House, qui vaut environ 600 000 livres sterling, et à l'épargne de Pat, qui vaut jusqu'à 200 000 livres sterling. Dans les mois précédant Noël en 2012, Pat s'est renseigné auprès des agences immobilières locales, à la recherche d'une maison à acheter dans la région des Aylesbury, et elle a déclaré qu'elle avait 180 000 livres à dépenser. Ce sont ces deux-là, oui, qui viennent d'arriver sur le marché. Lorsque les agents immobiliers ont demandé s'ils pouvaient contacter Pat par téléphone ou par mail, elle a répondu qu'ils ne pouvaient la contacter que par la poste. Nous vous enverrons tout par la poste, pas de problème. Cela m'a fait penser qu'elle voulait garder le secret sur le fait qu'elle cherchait des propriétés et qu'elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre à la maison la prenne. La police de la vallée de la Tamise a recueilli de nombreuses preuves indirectes. Mais ils sont sur le point de tomber sur une nouvelle pièce du puzzle, qui les convaincra que Chris Simons est coupable du meurtre de Patricia. Ce jour-là, nous avons trouvé une liste de contrôle pour un meurtre. À la grande surprise et à l'horreur de ceux qui le connaissaient, la police de la vallée de la Tamise a inculpé Christopher Simons, 63 ans, du meurtre de son amie et associée de 76 ans, Patricia Goodbend. Nous ne pouvions pas croire que Chris, qui était un si bon voisin, si amical et serviable, puisse être capable d'un crime aussi épouvantable. Et bien que Chris nie toute implication dans la disparition et le meurtre de Pat, la police est tombée sur un élément de preuve unique qui allait non seulement la convaincre de sa culpabilité, mais également confirmer que le crime était prémédité. Lorsque j'ai examiné le sac contenant les biens saisis dans la camionnette de Chris, j'ai trouvé un bout de papier, et sur ce bout de papier, il y avait une note manuscrite intitulée « Les 12 jours de Noël ». Il m'a semblé qu'il s'agissait de notes écrites à l'avance, décrivant la disparition de Pat. Il y avait un certain nombre de dates encerclées, qui étaient très importantes pour l'enquête. Je relis ces chiffres aux dates d'absence de Pat, et le fait que le troisième soit entouré montre que c'est le jour où elle devait reprendre le travail. Et quand les gens commenceraient à s'inquiéter de son absence. Il nous a dit qu'elle avait été déposée à Milton Keynes le 22. À Milton Keynes, samedi matin, moi, B et P. Il dit qu'elle a envoyé un SMS disant qu'elle était à Stockton, et qu'il a écrit le contenu de ces SMS en dessous. À 13h, SMS du train, OK. Elle est à Stockton. Retour camion à la maison.
C'était vraiment la dernière pièce du puzzle qu'il avait planifiée. C'était très prémédité, et cela visait à lui rappeler l'histoire qu'il devait transmettre à la police. Ce SMS, celui de Patricia, est le premier à indiquer qu'elle a obtenu les billets. Lui avez-vous répondu? Je l'ai fait. Il est sur mon téléphone si je l'ai fait. D'accord. Avez-vous répondu à celui qui demandait de remercier Bob pour le trajet? Je ne pense pas l'avoir fait. La période de Noël donne à Chris l'occasion de mettre à exécution son projet d'assassiner Pat. L'entreprise allait être fermée pendant 2 semaines. Les voisins s'absentaient souvent et Pat n'aimait pas beaucoup Noël. Pendant cette période, elle n'a souvent aucun contact avec ses amis et sa famille. Il pensait avoir 2 semaines d'avance pour s'assurer qu'il avait tout fait correctement, mais il a commis un certain nombre d'erreurs importantes. Le procès s'est ouvert le 30 septembre 2013 à la Crown Court de Reading. Christopher Simons, 63 ans, était jugé pour le meurtre de Patricia Goodbend, une accusation qu'il a niée. Jennifer Chrissy, âgée de 73 ans, était accusée de détournement du cours de la justice et d'évasion d'un délinquant, accusation qu'elle a toutes deux réfutées. Robert Taft, 59 ans, a reconnu les charges d'entrave à la justice et de possession de munitions sans permis. Il n'était pas tenu d'assister au procès. Au fur et à mesure que le procès avançait, il était clair que les mensonges de Chris commençaient à s'effilocher devant lui, et nous commencions à voir le vrai Chris. L'histoire qu'il nous a racontée sur la mort de sa première femme et de ses enfants n'était qu'un mensonge. Il n'avait pas été marié auparavant et n'avait pas eu ses 3 enfants qui étaient tous morts tragiquement. Non, ce n'est pas vrai. Chris a dit à plusieurs personnes, dont la police, qu'il pensait que Pat souffrait de démence. Il nous a dit qu'elle était distraite. Je suis médecin généraliste depuis plus de 30 ans. Lorsque j'ai témoigné au tribunal, l'avocat de la défense a essayé de faire croire que Pat souffrait de signes de démence. Ce qui était faux, car Pat était une femme très informée et très au fait des choses. Je suppose que cela nous a fait voir un Chris différent de celui que nous pensions connaître, et qu'il était manifestement capable de raconter ses mensonges. Mais le plus gros mensonge de tous était encore à venir. Nous avons été surpris de découvrir lorsque nous sommes arrivés dans la salle d'audience qu'il changeait de défense. J'avais convenu avec Pat que si quelqu'un me demandait où elle se trouvait entre Noël et le Nouvel An, c'est ce que j'avais à dire. La défense de Chris devant le tribunal est qu'en fait, Pat avait décidé qu'elle partirait à Noël et qu'il allait l'aider à le cacher. Cette défense semble tout à fait ridicule si l'on considère que même lorsque le corps de Pat a été retrouvé, que Chris a été accusé de meurtre et qu'il a passé des mois en garde à vue. Il s'en tenait toujours à l'histoire selon laquelle Pat était parti pour Noël et qu'il le cachait. Alors pourquoi ne pas avoir dit la vérité à la police? C'est ce qu'elle m'avait demandé de faire, et je l'ai fait. Je ne voyais pas en quoi cela expliquait comment ma mère avait été assassinée, et cela ne permettait pas de savoir comment ma mère avait fini par mourir. Le 25 octobre 2013, le procès a pris fin. Robert Taft, qui avait déjà plaidé coupable, a été condamné à 10 mois de prison pour avoir détourné le cours de la justice et à 14 jours de prison pour avoir été en possession de munitions sans permis. Jennifer Chrissy a été reconnue coupable d'un chef d'accusation de détournement du cours de la justice, mais non coupable d'avoir aidé un délinquant. Elle a été condamnée à 6 mois de prison. Après seulement 4h30 de délibération, Chris Simons a été reconnu coupable du meurtre de Patricia Goodbend. Le 28 octobre, il a été condamné à une peine de prison à vie de 27 ans minimum. C'était un immense soulagement de savoir que ces 12 personnes avaient, je l'espère, vu clair dans ses mensonges ou n'y avaient pas cru. Lorsque Chris a été reconnu coupable du meurtre de Patricia, il y a eu un immense sentiment de satisfaction et de soulagement. Mais vraiment, vous savez, pour ces choses-là, il n'y a rien à fêter. Il se faisait passer pour une victime auprès de tout le monde, parlait de sa femme décédée,
de ses enfants morts. Et toutes ces femmes avaient pitié de lui et semblaient l'aimer inconditionnellement pendant plus de 30 ans, mais ce n'était que des mensonges. Je pense que le mobile du meurtre était purement l'appât du gain, le désir d'hériter de l'argent de Pat, et qu'il avait tissé une toile de mensonges et de tromperies afin de décourager les enquêteurs. Mais en fin de compte, il n'a pas réussi. Cela a détruit notre famille. J'ai perdu ma mère et les garçons ont perdu leur grand-mère. Et c'est difficile. Il est difficile d'y penser. Ironiquement, Chris a détruit les journaux intimes qui nous auraient permis de savoir ce qui s'était passé. Il a donc détruit ses écrits. Pourtant, ce sont les mots qu'il a écrits et ceux que nous avons trouvés dans son véhicule qui l'ont finalement inculpé du meurtre de la jeune femme.